Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Des héros aux exploits narrés par Homère, à notre langue dite de Molière, en passant par les rentrées littéraires avec la parution de centaines d'ouvrages et les nombreux prix les récompensant à travers le monde, la littérature semble un inébranlable cortège venu du fond des âges. Pourtant de Platon prescrivant l'exclusion du poète de la cité, à Rousseau moquant les fables de La Fontaine, en passant par un ancien président s'insurgeant contre l'étude de la princesse de Clèves dans les concours de la fonction publique, des accusations aux motifs variés fusent depuis toujours contre elle, qui nourrissent, selon le mot de Flaubert, une véritable haine de la littérature. C'est précisément ce motif de rejet qu'a voulu examiner William Marx, professeur de littérature à l'université de Nanterre Paris X, dans son essai justement intitulé « La haine de la littérature » et publié dans la collection Paradoxe des éditions de Minuit. Quel meilleur endroit qu'une librairie pour évoquer ce sujet, et celle que notre émission a choisie vaut le détour, puisque notre plateau est accueilli à la librairie Lire-à-Gif de Gif-sur-Yvette, véritable temple du livre dans toute sa diversité. Mais il est temps pour nous de rejoindre William Marx. William Marx, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Essonne en auteur. Je dois dire que j'ai été particulièrement séduit par le thème de votre livre et que j'en ai adoré la lecture. Et nous avons pensé, puisque nous faisons toujours réagir nos invités aux lieux dans lesquels nous recevons au début de notre émission, que l'espace d'une librairie était peut-être un enfer pour les anti-littéraires que vous combattez. Alors qu'est-ce que vous pensez de tourner une émission sur un sujet pareil dans une librairie ? C'est une manière de contrer par la masse des livres qui se trouvent ici l'ensemble des arguments qui ont été délivrés contre la littérature depuis 2500 ans. Je crois que c'est une bonne manière de procéder. D'accord. Alors votre livre adopte une structure en 4 parties qu'on peut rappeler autorité, vérité, moralité et société. Est-ce que vous pouvez immédiatement nous éclairer sur le choix de cette partition ? Pour vous dire la chose clairement, ce qui m'est apparu quand j'ai commencé à faire la liste des arguments qui ont été énoncés contre la littérature depuis 2500 ans, depuis Platon, disons, l'Antiquité grecque. Plus ou moins depuis l'Antiquité grecque, c'est leur côté extrêmement ressassant, répétitif. Et donc je me suis trouvé face à une difficulté. Je me suis dit, est-ce que je vais faire une sorte d'histoire extrêmement diachronique, une liste de l'ensemble des arguments depuis année après année, quasiment, mais ça va être extrêmement ennuyeux pour le lecteur, ou est-ce que plutôt, je ne vais pas plutôt faire une typologie, comme on dit en langage académique, donc un ensemble de types importants, de modèles, de procès qui sont intentés à la littérature. Et il m'a semblé qu'en fait, l'ensemble des arguments qui ont été énoncés contre la littérature pouvaient se résumer sous 4 arguments principaux, ou 4 procès, comme je les appelle, puisque le livre est décomposé en chapitres, mais que j'appelle en fait des procès. Et on sent tout à fait cette espèce de structure judiciaire dans le livre, oui. Voilà, alors le premier procès est le procès fondamental. C'est le procès en autorité, c'est-à-dire que on reproche à la littérature une autorité que peut-être on lui attribue même, qu'on exagère, peut-être une autorité qu'on attribue que par exemple Platon attribue aux auteurs de tragédies, et tout ça parce qu'on veut suppléer à cette autorité par une autre autorité. C'est ça, la philosophie. Alors, la philosophie par exemple, ou bien les pères chrétiens qui veulent remplacer la poésie païenne par la théologie, par la théologie chrétienne et par les textes sacrés. Donc on veut remplacer une autorité littéraire par une autre autorité. Et donc la littérature, de ce point de vue-là, une sorte de bouc émissaire qu'on veut, qui va servir à asseoir un autre type de discours. Alors ça, c'est vraiment le procès en autorité qui est absolument fondamental et qui détermine quasiment l'ensemble des autres procès, et au moins 2 autres procès. Donc le procès d'autorité se détaille en 2 procès plus particuliers et qui constituent les 2e et 3e procès du livre, à savoir le procès en vérité. C'est-à-dire quand on va dire que la littérature n'a pas d'autorité parce que précisément elle ne raconte que elle est mensongère. Elle est mensongère. Et donc c'est le procès essentiellement fait à la fiction, qui ne correspond pas à la réalité. Et donc un procès fait au nom soit de la philosophie, soit de la science, éventuellement. Il y a un 3e procès, qui est le procès en moralité, au nom de la moralité. Et là qui consiste à dire que non seulement la littérature est mensongère, mais la littérature pervertie. Elle est vicieuse, les écrivains eux-mêmes sont des gens vicieux, et donc il faut interdire la littérature, en particulier
particulier la lecture des œuvres littéraires aux enfants, hein, parce que ce procès en moralité s'adresse souvent à ceux qu'on considère comme les plus faibles et les plus sensibles aux arguments pernicieux de la littérature, à savoir les enfants ou les femmes. Oui, alors là on a en tête tout de suite un exemple qui est quand même assez connu, qui est l'exemple de la préhension des fables de La Fontaine, par exemple, par Rousseau, qui a quand même une lecture du classicisme en général et des fables de La Fontaine pour un homme d'une telle intelligence qui peut prêter quand même à se poser des questions. Oui, mais Rousseau est un homme du paradoxe. Oui. Et c'est comme ça qu'il se considère quand il répond à un concours de l'Académie de Dijon sur l'utilité des sciences et des lettres. Au lieu de dire que les sciences et les lettres sont utiles à l'humanité, il va défendre la position inverse. Donc il aurait très bien pu sortir un livre, si la collection avait existé à cette époque-là, dans la collection Paradoxe des éditions de Mini. Et concernant les fables de La Fontaine, c'est dans l'Émile ou l'Éducation, son grand traité de pédagogie, oui. Rousseau a une position très claire qui consiste à dire ces fables de La Fontaine qu'on fait apprendre aux enfants, en fait, ne sont pas lues par les enfants comme il faudrait qu'ils les lussent, c'est-à-dire ils les lisent comme des bréviaires d'immoralité. Comme ils lisent la fable du corbeau et du renard, les enfants. Ils vont prendre le parti. Ils vont prendre le parti du renard. Ils vont lire dans la fable du corbeau et du renard. Ils vont lire une leçon sur la manière de procéder en flatterie. Donc ils vont se modeler sur le renard au lieu de se modeler sur le corbeau. Oui. Voilà. Et alors c'est passionnant cet argument parce qu'en fait avec ça effectivement on peut détruire n'importe quel livre puisqu'il suffit de ne pas faire confiance au lecteur et de dire effectivement tout livre peut avoir une vocation pernicieuse. Mais moi, ma réponse à Rousseau, elle est très claire, c'est que la réalité elle-même n'est pas moins ambiguë que la littérature. Donc, et dans la réalité, les gens peuvent avoir des comportements moraux et tirer des leçons morales de ce qui se passe devant eux, comme ils le font devant la littérature, devant une œuvre littéraire. Donc, il n'y a pas de raison ici de condamner plus la littérature que la réalité, comme le fait Rousseau. Bon, ça... Parenthèse close, mais en tout cas, c'est vrai que cet argument a été beaucoup développé au XVIIe et XVIIIe siècle, cet argument, même si on le retrouve déjà chez Platon. De l'immoralité de la littérature. Voilà, l'argument de l'immoralité, mais tout est déjà chez Platon. Donc, autorité, vérité, immoralité. Et puis, il y a un dernier procès qui est fait à la littérature qui, lui, est en fait plus moderne. On en peut-être éventuellement trouver des antécédents assez loin dans l'Antiquité, mais en fait, il se développe plutôt à l'époque moderne, et qui consiste à dire qu'en fait, les écrivains n'ont pas capacité à représenter soit une catégorie sociale en particulier, soit à représenter la société dans son ensemble, et à être les porte-parole de la société. Alors, il y a deux types d'arguments, soit dans les sociétés d'Ancien Régime, c'est le mépris pour les poètes, c'est le mépris des aristocrates, des souverains, des princes, des cours, à l'égard des poètes qui sont considérés comme de simples... On connaît la célèbre citation qu'un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles, citation de Madrid rapportée par Tallemant de Réau. Voilà, exactement. Un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles, et c'est une manière pour un poète comme Malherbe de dire que il est il intègre à l'intérieur de son art le mépris dont il est l'objet de la part de la cour. Et c'est même la définition même du classicisme. Et puis l'argument prend une autre dimension dans les sociétés de type démocratique. Avec les sociologues au XXe siècle, avec une réflexion sociologique sur l'ensemble des cultures qui forment la société. Et là, on va avoir l'argument qui consiste à dire que la littérature, en fait, ne sert qu'à reproduire les classes sociales les plus élevées. C'est un instrument de distinction ça, on sent Bourdieu derrière sociale. Voilà, c'est essentiellement Bourdieu et son école derrière. Et donc, la littérature ne sert qu'à reproduire la société telle qu'elle est, et donc c'est un instrument de conservateur, en tout cas de la société. Là aussi on pourrait dire beaucoup de choses contre cet argument, mais il a été très développé à la fin du XXe siècle, et il est parfois repris par certains pédagogues à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale. Oui, c'est vrai, récemment encore. Alors, on vient de faire quelque chose d'assez étonnant, parce que finalement, en cherchant à illustrer par des exemples littéraires, donc les fameux procès qu'on fait au livre, on voit qu'on a quand même convoqué parmi les accusateurs bien des gens qui ont été des auteurs eux-mêmes, donc c'est un peu étonnant. Et c'est un des paradoxes de votre livre, vous montrez que l'antilittérature, il y a deux choses. D'une part, l'antilittérature, très souvent, elle est exprimée par de la littérature. Alors ça c'est déjà un premier point d'étonnement. Et mieux du mieux,
c'est que parmi les antilittéraires les plus acharnés, on peut trouver parmi les auteurs les plus couronnés. Là, on vient quand même de citer Malherbe, très grand poète du XVIIe siècle, Rousseau, un des plus grands auteurs français. On a cité Platon, alors qu'on connaît comme philosophe, mais comme vous me le montrez très bien, il est bien passé par des subterfuges littéraires dans sa philosophie, par ces fameux mythes. Comment comprendre ce paradoxe? C'est quand même paradoxal. En fait, il arrive souvent qu'un auteur déploie des arguments anti-littéraires, parce que c'est le terme que j'emploie, en fait, pour défendre un autre type de littérature. C'est-à-dire que, par exemple, l'accusation faite par Rousseau contre le défaut de sincérité des écrivains, en fait, il prélude à une évolution de la littérature à laquelle Rousseau va lui-même contribuer, à savoir le passage d'une littérature de type classique et formaliste vers une littérature qui sera plutôt une littérature de l'épanchement sincère de l'écrivain. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la sensibilité, ce qu'on appelle en fait le romantisme que Rousseau prépare par nombre de ses écrits. Donc en fait, il arrive souvent que les écrivains aient des postures antilittéraires, mais en fait c'est parce qu'ils veulent proposer un autre type de littérature. Chez Rousseau, c'est un peu complexe parce que Rousseau est une œuvre à la fois de philosophe et d'écrivain. Donc, à la fois comme écrivain, il veut défendre un type de littérature, mais comme philosophe, il a parfois des positions qui ne sont pas nécessairement réductible à la promotion d'un autre type de littérature, parce que il est extrêmement franc et totalitaire en fait, dans l'ensemble de ses propos. Très catégorique. Absolument. Alors, votre livre, du coup, concernant ces anti-littéraires, est l'occasion d'une galerie de portraits assez savoureuse, et parmi tous ces anti-littéraires, moi, il y en a deux qui m'ont vraiment, parce qu'il faut le dire, mais je reviendrai plus précisément plus tard sur ce point, votre livre est très amusant. Votre livre est plein d'humour, tout en ayant un propos à la fois universitaire, sérieux, un véritable essai. Il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement amusant. Alors il y a deux portraits, deux personnages que j'avoue je ne connaissais ni l'un ni l'autre, hein, je le dis. Je voudrais que vous nous en disiez deux mots, à la fois pour dire bon, bah, comment ils se sont manifestés dans cette anti-littérature, puis finalement qu'est-ce qu'il est resté de leur hargne, qui est-ce qu'ils étaient vraiment, parce que bon, pour l'un d'entre eux c'était pas un imposteur, mais enfin sa critique était sûrement plus haute que ce que lui était intellectuellement. Alors ces deux personnages sont pour l'un un Anglais du XXe siècle qui s'est fait connaître par un discours très célèbre, mais moi je ne le connaissais pas, à Cambridge, le discours des deux cultures si j'ai bonne mémoire, et qui était même anobli, je crois qu'il a fini baron, et vous vous amusez d'ailleurs un peu de cet anoblissement, et qui s'appelait Sir Percival Snow. Et puis d'un autre côté, vous avez, alors comment le qualifier celui-là, une espèce d'Oedipe mal réglé dans une famille pourtant sympathique du XVIIe siècle, Tanneguy Lefebvre fils, donc on en conclut que le père s'appelle de la même façon, et qui alors que le père, au contraire, était un amoureux de la littérature, que la sœur, fille, au XVIIe siècle, a fini par être la plus grande traductrice de grec et de latin, Anne d'Acier, lui est devenu une espèce de petit gris teinté je ne vais pas dire de protestantisme, mais enfin quand même, la religion a aussi joué un rôle là-dedans. Qui étaient ces deux personnages, ces deux figures de l'anti-littérature? Vous avez raison d'insister sur ces deux figures. J'ai toujours tenu dans chacun de ces procès à mettre en lumière certains personnages plus ou moins grotesques et à raconter des anecdotes, parce que je crois que les postures antilittéraires, elles ne se comprennent bien que dans une situation donnée. Et c'est vrai que ces deux figures sont les deux figures que je développe le plus dans le livre. Charles Percy Snow était un chimiste raté, en fait, qui avait fait carrière dans les bureaux de l'administration de la recherche en Grande-Bretagne pendant la guerre, et qui après s'était fait connaître après la guerre en écrivant des romans à succès, je veux dire, des best-sellers, sur le monde de la science. Ce qui n'est pas toujours, excusez-moi de vous interrompre, le gage de la qualité, un succès momentané. Non, mais il peut y avoir de très bons best-sellers, mais du reste, je pense que ces romans sont relativement lisibles, ils sont pas très très bons, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, Charles Percy Snow, maintenant on le retient surtout dans le monde anglo-saxon, parce qu'il est extrêmement connu pour cela dans le monde anglo-saxon, pour un discours qu'il a tenu à Cambridge, dans le cadre d'une conférence extrêmement officielle en 1959, qui s'intitulait The Two Cultures, donc les deux cultures, et ce discours s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'ensemble du monde. Et que disait Snow? Eh bien, il disait ceci, que au bout du compte, on a trop enseigné, on forme trop les gens avec les humanités, et qu'il faut promouvoir une culture plus technique, plus scientifique, qui est indispensable à l'homme moderne. Avec ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Je pense, personnellement, on a besoin à la fois des lettres et des sciences. Là, il n'y a pas de problème. Mais il assortissait
cet argument, qui pouvait du reste se comprendre dans le cadre de l'enseignement extrêmement traditionnel qui était celui du Royaume-Uni à cette époque-là, il a sorti cela d'un jugement de valeur extrêmement catégorique sur les lettres, en disant, mais en fait, au bout du compte, non seulement les lettres, il faut les compléter par les sciences, mais les lettres sont malfaisantes, oui. Elles sont néfastes. Et tous les maux du monde, les maux MAUX, dont nous souffrons aujourd'hui, et tous les crimes de la Seconde Guerre mondiale, ils sont dus aux écrivains modernistes. Oui. Voilà, donc c'est absolument sidérant de dire que la poésie moderniste anglo-saxonne, les Yeats, les Eliot, les Pound, sont le responsable d'Auschwitz, etc. Mais personne n'a jamais pensé ça. C'est totalement absurde. Et c'est oublier aussi que, en fait, les scientifiques ont joué un rôle malheureusement majeur aussi dans les crimes qui ont été commis contre l'humanité à ce moment-là. Mais on a ce type d'argument, mais qui est Mais quand vous l'énoncez comme ça semble énorme, oui. Et vous dites que quand même son discours, enfin c'est presque pas sérieux de dire ça, voilà. Et vous dites que ça s'est quand même tenu à Cambridge, qui est presque un certificat de sérieux, que ça a eu en plus une résonance. Et alors, vous seriez le premier à avoir quand même détecté l'énormité du discours? Non, pas le premier, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réputation de ce discours a été faite immédiatement, il a été répandu aux États-Unis, dans le monde entier, Kennedy l'a cité, etc. Et alors, il y a eu quand même une polémique, mais quelques années plus tard, où le plus grand critique de l'époque était aussi à Cambridge, Frank Raymond Davis, a fait une réponse cinglante contre Snow, et donc je raconte cette polémique dans les détails, qui est quand même assez truculente, il faut le dire, parce que Davis n'est pas allé par quatre chemins pour dire son fait à Snow, et pour dire la nullité de l'argument de Snow. Mais ce qui me semble intéressant, vous voyez, c'est pas seulement que Snow était grotesque, mais c'est le fait que malgré le caractère ridicule de son argument a été accueilli. Oui. Et ça, je vois cela comme un symptôme. Le symptôme qu'on était dans une époque où il était possible de tenir ce genre de discours et d'être aveugle à toutes les faiblesses de ce type. Il y avait un terreau favorable. Le terreau était absolument favorable. Et le même discours avait été tenu quasiment un siècle plus tôt en Angleterre au même moment, dans le même type de conférence, et au contraire là le discours n'avait pas été accueilli du tout, et c'était les sciences, c'était les lettres qui avaient été défendues par toute la société. Et donc on voit bien que on peut tenir le même discours à 100 ans de différence, et ce qui compte c'est l'état de la société et l'état du statut de la littérature à ce moment-là. D'accord, alors maintenant une petite couche sur Tanguy Lefebvre fils, parce qu'il mérite aussi lui sa raclée. Alors c'est quelqu'un, bon, on peut être assez touché par ce personnage qui est issu d'une famille de lettrés. Son père est le plus grand helléniste du XVIIe siècle. Sa sœur est très célèbre sous le nom de Madame d'Acier, parce qu'elle a fait la traduction la plus célèbre d'Homère à ce moment-là, et c'est une immense helléniste, une vraie femme savante, mais au sens positif du terme. Et lui-même, issu de cette famille de lettrés, va prendre un parti catégorique contre cet enseignement qu'il a reçu par son père, contre un fils aîné, mais qui est mort jeune, et dont il est peut-être jaloux, et qui était un élève hyper doué sur lequel son père avait écrit. Et il va écrire un pamphlet en latin contre la poésie qui s'intitule De Futilitate Poetices, en latin, de la futilité de la poésie. Et qui est un argument qui est un ensemble de thèses où il va dire que la poésie ne sert à rien, elle est vicieuse, etc. Il faut absolument l'interdire dans tout enseignement. Et moi, j'y vois effectivement la résolution d'un conflit édipien dans cette. Mais j'y vois aussi un argument de la part de c'était un pasteur qui avait choisi le protestantisme et qui était aussi mathématicien. Donc il avait vraiment choisi toutes les directions qui devaient l'opposer au plaisir même de la littérature. Mais j'y vois quand même aussi un argument qui est un argument éminemment moderne. À savoir que il écrit ça, ce pamphlet, il l'écrit à Amsterdam, dans une société capitaliste en train de triompher, société marchande, et c'est l'argument qui dit que la poésie, au bout du compte, c'est futile, ça ne sert à rien, et que c'est même pas la peine d'y consacrer le moindre 5 minutes. Ça accompagne la transformation d'une société. Exactement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Extrêmement utilitariste, qui considère qu'il ne faut pas perdre un moment dans son existence. Et donc c'est un argument qui, malheureusement, peut portée encore aujourd'hui. Donc, j'ai voulu raconter cette anecdote de Tanguy Lefebvre, qui est assez truculente, elle aussi, même si je pense que l'argument, c'est un peu comme si j'exhumais un virus de la peste dans des glacis. Voilà, j'ai peur que quelqu'un après le réutilise après moi, cet argument que j'ai redécouvert, mais en tout cas, je donne quand même l'antidote. Mais alors, bon, face à puisqu'on était dans la galerie de portraits, vous équilibrez quand même les choses, et il y a une figure de l'anti-littéraire qui apparaît, qui elle aussi est très touchante,
et qui est celle d'un Allemand, je crois, qui s'appelle donc Friedrich Wilhelm Schutz, si je prononce bien. Alors lui, vous avez aussi, comment dirais-je, cité son discours. En quoi son discours, lui, justement, illustre le camp adverse, disons. En fait, c'est un jeune étudiant, il a 19e siècle. Non, quelques années après le discours de Tanguy Lefebvre, au début 18e siècle. 18e, d'accord. Début 18e siècle. Et le texte de Tanguy Lefebvre lui est venu dans les mains, il l'a lu, il en a été horrifié. Et il a décidé de faire une réponse, immédiatement. Donc on est deux ou trois ans après le texte de Tanguy, contre la fidélité de la poésie, et il va écrire un contre la futilité de la poésie. Et alors c'est un texte que je trouve absolument charmant. Il a le charme de la jeunesse, l'enthousiasme de la jeunesse. Il est écrit en latin, mais on peut le lire si on lit le latin. J'en donne des extraits, des extraits substantiels. Et on voit que ce jeune homme, il est animé par un amour de la poésie, et il est totalement blessé qu'on puisse lire, écrire contre la poésie comme l'a fait Tanguy Lefebvre. Et il dit, mais est-ce que ça vaut la peine de parler de ce texte qui pourtant est absolument ridicule? Mais oui, quand même, il faut quand même donner les arguments contre Tanguy Lefebvre. Et donc, je trouve qu'au bout du compte, ce Friedrich Wilhelm Schutz, je me sens très en complicité avec lui. Oui, il y a une espèce de petit transfert ou une espèce de reconnaissance. Voilà, c'est-à-dire que je me dis qu'au bout du compte, je ne fais pas autre chose aujourd'hui, en 2015, avec ces arguments contre la littérature, quand j'essaie de défendre la littérature, que ce Friedrich Wilhelm Schutz avec Tanguy Lefebvre. Donc c'est une sorte de précurseur. Oui. Alors je vais d'ailleurs illustrer tout de suite ce que vous dites, parce que votre essai ne recourt à la première personne qu'une seule fois. C'est dans ce cadre, et finalement l'amour de la littérature de Schutz vous permet à vous aussi de faire votre propre déclaration dans ces pas, et je voudrais en citer quelques paroles. Voilà, vous dites: je crois avoir peu en commun avec cet étudiant. Et pourtant, je ne laisse pas de me sentir en communion quasi fraternelle, par-delà les siècles, avec ce jeune et ardent universitaire qui entreprend, par pur amour de la poésie, de se battre contre les moulins à vent de la sottise, de l'arrogance et de l'étroitesse d'esprit. Mais alors, de fait, finalement, votre livre qui s'appelle « La haine de la littérature » pourrait, si on retournait la chose, s'appeler « L'amour de la littérature ». Totalement. En creux, c'est une déclaration d'amour à la littérature, c'est une apologie, en tout cas, de la littérature. La haine de la littérature, je ne la reprends pas à mon compte. Mais évidemment. Au contraire, je la mets en accusation, je la mets sur la sellette, et j'essaie de montrer quels sont les arguments de la haine et les arguments contre la haine. Mais alors jusque-là, on a vu des arguments finalement, bon après, qu'on peut contester, mais qui sont finalement assez intellectuels, voilà, contre la littérature. Mais votre livre a aussi cette dimension, on vient à peine de l'évoquer, mais je voudrais que vous le développiez plus, à travers l'exemple de Tanguy, c'est qu'il y a aussi, dans cette haine de la littérature, pas toujours seulement des motifs philosophiques, des motifs d'influence, etc., de changement de société. Il y a aussi finalement, de la part de ceux qui la critiquent, un rapport psychologique traumatique et douloureux, et souvent vous en venez à une analyse psychologique jusqu'à un président, ou c'est même pas vous d'ailleurs qui faites l'analyse, vous citez ce qu'il a dit en dernier recours sur le sujet. Bon, on peut dire de qui il s'agit de Nicolas Sarkozy, tout le monde se souvient, et on peut penser que ça lui a coûté assez cher dans son image, de la critique qu'il avait fait de l'enseignement, de l'obligation sur des programmes de concours administratifs d'étudier La Princesse de Clèves, et donc 2-3 fois il s'est amusé avec ça, et puis la dernière fois, il a quand même plus ou moins confessé et qu'il faut dire qu'elle m'a fait souffrir, que voilà. Donc en fait, c'était les souvenirs de lycéens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dimension psychologique de l'anti-littérature? Il me semble qu'en fait, souvent, ceux qui s'attaquent à la littérature s'attaquent à une tradition, qu'ils identifient parfois une tradition paternelle. Donc je parlais de conflits édipiens tout à l'heure à propos de Tanguy Lefebvre, mais il y a parfois effectivement un souvenir traumatique, soit d'une éducation, soit d'une enfance, soit d'une famille qui serait particulièrement portée sur la littérature. Et donc attaquer la littérature, c'est un peu attaquer les pères, P-E-R-E-S, de manière générale, c'est-à-dire l'ensemble des ancêtres, l'ensemble d'une culture. C'est parfois l'idée de vouloir refonder la société. Quand des sociologues disent que la littérature est là toujours
purement conservative comme pur instrument de distinction sociale. C'est aussi une manière très révolutionnaire de concevoir une nouvelle société qui pourrait faire table rase de tout ce qui a été écrit auparavant. Et donc il y a ce rapport compliqué au passé chez beaucoup d'anti-littérateurs. D'accord. Alors, le titre de votre livre, donc La haine de la littérature, ne trompe pas sur le contenu, c'est bien le sujet du livre. Il propose quand même souvent une réflexion diachronique, c'est une réflexion en tous les cas assez complète, puisque comme vous l'avez dit, elle va de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine, on pourrait le dire. Et je me suis demandé si ça ne participait pas un petit peu aussi de toute une, comment dirais-je, une espèce de mode comme ça, décliniste. Alors les adieux à la France, le suicide français, alors maintenant la haine de la littérature. Ma question n'a aucune méchanceté, mais est-ce que c'est d'un peu dans cette veine? Est-ce qu'il y a un pessimisme en vous? Voilà. Non, absolument pas. C'est le livre le plus positif qui soit en fait. La haine de la littérature, c'est vraiment c'est un livre, c'est une apologie de la littérature. C'est au contraire, c'est comme si on faisait un livre alors sur le déclinisme français, mais pour s'opposer au déclinisme, pour dire exactement l'inverse. Vous seriez donc optimiste. Donc voilà, c'est un livre d'optimiste, et c'est un livre de défenseur et d'amoureux de la littérature. Mais je pense que parfois, malheureusement, les sentiments négatifs sont très présents dans l'existant, dans la société, et il faut les traiter, les constater déjà, les constater, en faire le bilan et y répondre et y remédier. Et donc c'est vraiment un livre de remède contre la haine de la littérature. Ce n'est absolument pas un livre décliniste en aucune manière. D'autant plus que votre livre à la fin apporte cette observation que la littérature ne finit-elle pas toujours par triompher de ses fossoyeurs? Est-ce que c'est pas ce que vous montrez quand même? C'est-à-dire qu'en fait, les écrivains sont sans cesse confrontés donc à des attaques. On leur dit vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire cela. Et donc chaque fois, en fait, on voit que avec le temps, les écrivains essaient de répondre. Alors parfois pas nécessairement directement en faisant un discours pour la littérature, mais simplement en changeant la manière de procéder. Les attaques contre la fiction aboutissent à des fictions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus retorses, et qui ne répondent plus du tout, qui ne peuvent plus être soumises aux mêmes attaques de Platon. Idem pour la question de la moralité ou pour la question de la représentation sociale. Donc en fait, la littérature c'est comme un virus qui évolue contre tous les médicaments, les antibiotiques, etc., qu'on essaie de naître. Il cesse de muter. Voilà, quoi. La littérature ne cesse de muter pour occuper l'espace qui reste disponible. Et donc, la littérature est toujours gagnante à certains points de vue, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est aussi quand même quelque chose d'optimiste quand même comme constat. Bien. Alors cet optimisme se prolonge, comme je l'ai dit, à travers un certain humour, et je voudrais en faire partager le spectateur. Par exemple, au reproche de la littérature qui ne servirait à rien, c'est un des reproches qu'on lui fait, à son inutilité, on citait tout à l'heure Malherbe. Alors voilà quelle est votre réponse, et ça donnera un peu le ton du livre. De fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans les romans. La recette du sauté de veau maringot, la manière de changer un joint de robinet, la bonne posture à adopter pour ramasser un objet par terre sans se casser le dos. Et il y a des chances, en effet, qu'on ne trouve rien chez James et Proust concernant l'influence du café chaud sur les sentiments altruistes. Est-ce que c'est une question qu'il faut aussi traiter par humour, parce que finalement la dérision est aussi une qualité littéraire pour lutter contre tout? C'est-à-dire que parfois les arguments sont tellement stupides, ridicules que c'est extrêmement difficile de les prendre au sérieux. J'essaie de les prendre au sérieux, mais parfois je n'arrive pas à retenir mon sérieux, et j'arrive pas à me retenir de rire devant l'imbécilité de certains arguments qui ne peuvent être traités que d'un point de vue humoristique. Et là, je réponds à pour le coup, un philosophe contemporain qui spécialiste de sciences cognitives, spécialiste de psychologie expérimentale, oui. et qui se plaint que les grands romans dits psychologiques de James et de Proust ne correspondent pas à la réalité des laboratoires. Mais en fait, d'une part, pourquoi faudrait-il demander à James et Proust de parler de résultats d'expérimentations qui sont faites dans les années 2000, alors qu'eux, ils ont écrit à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. C'est comme si on leur demandait de vouloir parler des fusées et des microprocesseurs. Ce serait absurde. Et deuxième chose, si on lit bien, en fait, si on lit bien James et Proust, et si on lit bien Shakespeare, si on lit bien Homère, en fait, on verra que ces fameuses dernières découvertes de la psychologie expérimentale, en fait, elles étaient déjà là dans les œuvres les plus classiques. Sûr, ouais. Alors, il n'y a pas l'influence du café chaud sur les sentiments humains, mais il y a chez Proust, il y a le thé et la madeleine qui provoquent aussi un bonheur véritablement sensuel chez lui. Donc, en fait, tout est dans la littérature, déjà, il suffit de bien lire.
Alors, votre ouvrage montre qu'on est plus souvent et plus vite antilittéraire qu'on ne le croit. Est-ce que ça vous est arrivé, vous montrez, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de grands auteurs qui finissent par être antilittéraires. Est-ce que vous avez déjà constaté chez vous, bien que vous ayez écrit ce livre, comment dirais-je, des tendances ou je sais pas, à travers vos cours et vos livres, finalement, est-ce que vous êtes déjà surpris à être antilittéraire vous-même? Je ne sais pas si... moi, j'essaie toujours de défendre la littérature. Parfois, on la défend mal. Et mal la défendre, c'est aussi peut-être lui nuire. J'essaie, dans la mesure du possible, d'être toujours un bon et vaillant, ardent et preux chevalier de la littérature. Mais c'est vrai que parfois, on se dit... mais quand on est chez soi, seul, on se dit... ah, si on... plutôt que... on voudrait aller au cinéma, alors qu'il faudrait peut-être plutôt ouvrir un livre ou allumer la télévision. Donc c'est aussi, comment dire, je pense que aimer la littérature, c'est aussi une éthique, en tout cas. Hein. Il y a une éthique personnelle à laquelle j'essaie de satisfaire, mais je me confesserai à mon confesseur. Alors, pour conclure cette émission où la poésie a été beaucoup sur le banc des accusés, eh bien, comme dans un vrai procès, la dernière parole est à la plaidoirie. Et la plaidoirie, on la trouve dans votre livre sous la forme d'un superbe poème de Du Bellay. Mais pourrait-il en être autrement? Et je voudrais que vous me lisiez ce poème de Du Bellay. Je vous l'ai préparé, qui est donc page 164-165. Est-ce que vous voulez nous lire ça, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Bien qu'aux arts d'Apollon, le vulgaire n'aspire, bien que de tels trésors l'avarice n'ait soin, bien que de tels harnais le soldat n'ait besoin, bien que l'ambition tels honneurs ne désire, bien que ce soit aux grands un argument de rire, bien que les plus rusés s'en tiennent le plus loin, et bien que Du Bellay soit suffisant témoin, combien n'est peu prisé le métier de la lyre, bien qu'un art sans profit ne plaise aux courtisans, bien qu'on ne paye en vers l'œuvre d'un artisan, bien que la muse soit de pauvreté suivie, si ne veux-je pourtant délaisser de chanter, puisque le seul chant peut mes ennuis enchanter, et qu'aux muses je dois bien 6 ans de ma vie. Bien écoutez, William Marx, merci beaucoup de votre venue dans notre émission, qui à son modeste niveau participe à la vie de la littérature, donc lutte contre l'anti-littérature. Et puisque le combat continue, nous donnons rendez-vous à nos spectateurs au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne d'auteur.